Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur le premier épisode de la série bonus qui sera dédié au récit de la vie d'une poétesse ou d'un poète que j'apprécie particulièrement. Les épisodes de podcast dont vous êtes maintenant les fidèles auditeurs, puisque nous sommes un peu plus de 1187 auditeurs réguliers à ce jour, paraissent toutes les 2 semaines, en règle générale le mardi matin. Les présents épisodes bonus n'auront aucun rythme précis. Je les sortirai au hasard de mes inspirations et de mes envies, et je vous invite donc à vous abonner sur la plateforme de diffusion qui vous plaira, afin d'être alerté d'une nouvelle sortie. N'attendons pas plus longtemps et plongeons dès maintenant dans la vie d'un de mes poètes préférés, Rainer Maria Rilke. Dans une Prague drapée de brume, le 4 décembre 1875, naît René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Un enfant frêle, au destin déjà marqué par l'ombre de la poésie. Fils unique d'une famille de petite bourgeoisie aux prétentions aristocratiques, il grandit dans un foyer désuni, entre un père, ancien officier devenu inspecteur des chemins de fer, et une mère, Fia Hans, pieuse et déçue par un mariage, qui ne comble pas ses aspirations. Cette enfance, hantée par les tensions et les terreurs, façonne un jeune garçon sensible, dont l'imaginaire devient un refuge face à une réalité austère. Voici l'histoire de Rainer Maria Rilke, un poète dont la vie, comme un long poème, oscille entre solitude, quête spirituelle et éclat de génie. Le petit René, comme on l'appelle alors, est un enfant délicat, souvent vêtu de robe par une mère qui semble regretter de ne pas avoir eu une fille. Cette ambiguïté précoce, mêlée d'une éducation stricte, plante les graines d'une sensibilité exacerbée. À 11 ans, son père, convaincu que la carrière militaire forgera son caractère, l'envoie à l'école des cadets de St. Pölten, en Basse-Autriche. Là, dans les dortoirs froids et sous une discipline de fer, le jeune Rilke souffre. Les railleries des autres élèves, la rigueur des instructeurs et sa santé fragile le brisent. Il écrit déjà en secret des poèmes et des nouvelles, comme pour conjurer la dureté du quotidien. En 1891, épuisé, il est renvoyé pour inaptitude physique, un verdict qui, loin de l'humilier, le libère. De retour à Prague, il fréquente l'école supérieure de commerce à Linz, mais son cœur n'y est pas. Il vit comme un dandy, séduit par les plaisirs de la vie et les premières amours. À 16 ans, il est expulsé et retourne à Prague, où il se prépare au baccalauréat. Ces années sont marquées par une fièvre créatrice. En 1894, il publie son premier recueil, Vie et chant. Des poèmes, encore maladroits, mais vibrants d'une musicalité naissante. Il s'inscrit à l'université allemande de Prague, étudiant la littérature, l'histoire de l'art et la philosophie, mais son esprit s'évade déjà vers des horizons plus vastes. En 1896, Rilke quitte Prague pour Munich, une ville bouillonnante de culture. C'est là, en mai 1897, qu'il rencontre Lou Andreas Salomé, une intellectuelle russe de 36 ans, mariée mais libre d'esprit. À 21 ans, Rilke tombe éperdument amoureux de cette femme à la sensibilité magnétique, qui a déjà captivé Nietzsche. Leur liaison, passionnée, transforme le jeune poète. Lou, percevant en lui une âme d'exception, le pousse à changer son prénom de René à Rainer, qu'elle juge plus viril, plus germanique. Cette métamorphose n'est pas seulement nominale, elle marque le début d'une quête intérieure. Avec Lou et son mari, Rilke voyage en Italie, puis en Russie, en 1899 et 1900. Ces périples sont des révélations. En Russie, il rencontre Léon Tolstoï, dont la simplicité et la spiritualité le bouleversent. On raconte qu'au contact de l'écrivain, Rilke devient végétarien. Une décision qui reflète son désir de vivre en harmonie avec le monde. Les vastes plaines russes, la foi des paysans et les icônes orthodoxes nourrissent son imagination. De ces voyages naît le Livre d'heures, commencé en 1899, où il explore la quête de Dieu à travers un moine italien,
peignant des enluminures. Ce recueil, publié en 1905, révèle un Rilke mystique, dialoguant avec un dieu familier, presque humain. À l'été 1900, Rilke s'installe à Worpswede, une colonie d'artistes en Allemagne. Il y rencontre Paula Modersohn-Becker, une peintre dont le regard pénétrant capte son essence dans un portrait, et Clara Westhoff, une sculptrice, ancienne élève d'Auguste Rodin. En 1901, Rilke épouse Clara, et de leur union naît une fille, Ruth. Mais ce bonheur domestique est de courte durée. Le couple épris d'indépendance se sépare 1 an plus tard. Rilke aspirant à une vie d'errance et de création. Cette séparation, bien que douloureuse, libère le poète qui s'engage alors dans une quête artistique sans entrave. En août 1902, Rilke arrive à Paris, une ville qui le terrifie autant qu'elle l'envoûte. Il y découvre la misère, la maladie, les fous de l'Hôtel-Dieu, des images qui hanteront les cahiers de Malte. Son unique roman, publié en 1910. Il est venu pour écrire une monographie sur Auguste Rodin, le sculpteur qu'il admire pour sa capacité à saisir l'essence des formes. De 1904 à 1906, Rilke devient le secrétaire de Rodin à Paris et à Meudon. Une expérience formatrice. Rodin lui enseigne la discipline du travail, une vertu qui tempère la facilité naturelle du poète. Dans une lettre à Franz Xaver Capus, Rilke écrit « S'il me fallait dire de qui j'appris quelque chose sur la nature créatrice, 2 noms seulement me viendraient, celui de Jacobsen et celui de Rodin. » Mais la collaboration avec Rodin s'achève brutalement en 1906, après une brouille. Rilke, blessé, reprend ses voyages. Afrique du Nord, Égypte, Espagne, Venise, Aix-en-Provence, Arles. Ces périples enrichissent son imaginaire. Mais une crise intérieure s'installe. Après l'achèvement des cahiers, il traverse une période de stérilité créatrice, hanté par le doute et la solitude. En 1910, Rilke rencontre la princesse Marie von Thurn und Taxis, qui devient sa mécène et l'accueille dans son château de Duinan, sur l'Adriatique. C'est là, en janvier-février 1912, qu'il compose les 2 premières des élégies de Duinan, inspirées par une tempête et une voix intérieure qu'il dit avoir entendue dans le vent. Qui, si je criais, m'entendrait parmi les hiérarchies des anges? Ces poèmes achevés en 1922 explorent la condition humaine, la mort, l'amour et la transcendance, dans un lyrisme d'une intensité rare. La Première Guerre mondiale interrompt son élan. Mobilisé en 1916, Rilke est rapidement transféré aux archives de guerre à Vienne, grâce à des amis influents. L'expérience militaire, bien que brève, le traumatise. Ravivant les souvenirs douloureux de l'école des cadets, il passe la guerre à Munich, où il vit une liaison tumultueuse avec la peintre Lou Albert Lazare. La guerre, qu'il juge fratricide, le réduit presque au silence poétique. En 1919, Rilke s'installe en Suisse. Fuyant les troubles révolutionnaires de Munich, il retrouve Baladine Klosowska, une artiste dont il devient l'amant, et encourage le talent de ses fils, Pierre et Balthus. En 1921, le mécène Werner Reinhardt lui offre la tour isolée de Museau, dans le Valais. Ce refuge devient le creuset de son génie. En février 1922, dans une fièvre créatrice, Rilke achève les élégies de Duinan et compose les sonnets à Orphée, un hommage au mythe d'Orphée, où il célèbre la vie, la mort et la poésie comme un chant unificateur. À Museau, Rilke se tourne vers le français, une langue qu'il admire pour sa clarté. Il écrit Verger, les quatrains valaisans, les roses et les fenêtres. Des poèmes empreints de légèreté et de contemplation. Il traduit également Paul Valéry, avec qui il entretient une correspondance admirative. Ces années
sont marqués par une sérénité nouvelle, bien que la maladie commence à le ronger. En 1926, Rilke est diagnostiqué d'une leucémie. Il s'installe au sanatorium de Valmont, près de Montreux, refusant souvent les traitements, comme s'il acceptait son destin. Une anecdote singulière entoure sa mort. On raconte qu'il se serait piqué avec les épines d'une rose qu'il venait de couper. Une blessure symbolique pour un poète qui voyait dans chaque détail un signe de l'invisible. Le 29 décembre 1926, à 51 ans, Rilke s'éteint, laissant derrière lui une œuvre immense, traduite et admirée dans le monde entier. Rainer Maria Rilke n'était pas seulement un poète. Il était un voyageur de l'âme, un alchimiste des mots, qui transformait la douleur en beauté, la solitude en universalité. Ses lettres à un jeune poète, publiées posthumément, restent un guide spirituel pour les créateurs, exhortant à écouter la vibration la plus secrète de notre nature. Ses poèmes, qu'il écrivait en allemand ou en français, capturent l'éphémère et l'éternel, du regard d'une panthère en cage à l'appel des anges dans les élégies. Sa vie, tissée d'errance, d'amour et de crise, fut un poème en soi. Comme il l'écrivait, pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Rilke a vu le monde, et le monde à travers lui s'est vu autrement. Je souhaite maintenant vous offrir, en guise de conclusion, un de mes poèmes préférés de Maria Rilke, qui s'appelle « La panthère ». Son regard de temps fixé les barreaux s'est usé au point de ne plus rien tenir. Il lui semble que le monde est fait de 1000 barreaux, et derrière 1000 barreaux, plus de monde. Le pas souple et puissant, qui tourne en un cercle toujours plus étroit, est comme une danse de force autour d'un centre, où dort un grand vouloir engourdi. Parfois, le rideau des pupilles se soulève sans bruit. Alors une image entre, glisse dans les membres tendus, et s'éteint comme un cœur qui cesse de battre. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.